Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour une conférence exceptionnelle, en ce sens que le sujet, le réchauffement climatique, est majeur pour vous, majeur pour notre collectivité, pour notre pays et plus globalement pour la planète. Avant l'intervention de notre invité, je souhaite formuler brièvement quelques observations. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, pas davantage du climat, ni de l'énergie, et pas davantage de la biodiversité. Donc je pourrais qu'apprendre ce soir. Cela étant, au-delà de ce propos, en qualité d'acteur public, en quelque sorte, attentif à un certain nombre d'évolutions, il n'est pas possible d'ignorer que le réchauffement climatique est un enjeu stratégique et le mot n'est pas usurpé. L'attention que nous pouvons porter à ce sujet montre deux choses, et je suis vraiment synthétique en disant deux choses. La première est que depuis une trentaine d'années, on parle de changement climatique. Alors les rapports, les colloques, les conférences et autres conventions ne manquent pas, et pourtant nous n'avons pas été des acteurs vraiment engagés, nous avons été plutôt timorés pour prendre des décisions fortes et changer les comportements. Vous avez compris à travers cette remarque, je fais un constat, tout simplement. Le constat d'ailleurs qui a été fait par un certain nombre de personnalités publiques dans notre pays, qui avaient participé à la COP 21, donc lors de la préparation des accords de Paris en 2015. Et puis, début 2022, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est récent, un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait un nouveau constat alarmant, sur lequel on aura certainement l'occasion de revenir dans un instant. Le constat est que le changement climatique est beaucoup plus rapide que prévu, et ses effets, par définition, se font sentir de manière beaucoup plus forte dans différents domaines, que ce soit la réduction des ressources naturelles, la disparition d'espèces animales, végétales, la dégradation de la qualité de l'air, etc. Ma seconde observation est que j'ai la conviction que sur ce sujet, il convient d'agir en tant que collectivité, d'une part en s'inscrivant dans le temps long, et d'autre part en utilisant tous les leviers à notre disposition. Et vous le savez, puisqu'il y a à peu près un an, il y a un petit opuscule qui a été diffusé, que vous avez dû recevoir, qui explique les différentes actions que nous avons conduites sur la ville. Et parmi les actions que nous avons réalisées dans le passé, que nous réalisons encore aujourd'hui, il y a le souhait, la volonté, le souci de sensibiliser nos concitoyens, donc chacun d'entre vous, pour faire partager les constats et puis inciter les uns et les autres à agir de manière beaucoup plus forte. Et ce soir, donc, nous nous situons dans cette démarche de sensibilisation. La démarche qui a été préparée en lien avec mon collègue Philippe Garceau, qui est en charge de développement durable. Lève-toi, Philippe, comme ça tout le monde te connaîtra. Voilà. Qui, au-delà de cette conférence, je fais la pub pour la suite, a préparé le week-end prochain sur le thème de la transition écologique. Mais je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Donc je tiens à remercier tout particulièrement Jean Jouzel d'avoir accepté de nous rejoindre pour évoquer l'enjeu du réchauffement climatique avec ses constats et puis ses conséquences. Alors Jean Jouzel est un paléoclimatologue de renommée internationale. Il est membre de l'Académie des sciences, titulaire de la médaille d'or du CNRS et du prix Vetlesen, qui est l'équivalent du Nobel, mais dans le domaine des sciences de la Terre. Voilà, donc un parcours exceptionnel. Et il me disait tout à l'heure, parce que nous avons dîné ensemble, qu'il connaît bien notre territoire, puisqu'il a exercé pendant de nombreuses années sur un établissement du plateau qui s'appelle le CEA. Voilà. Donc Jean, je vous passe sans plus tarder le micro
pour entrer dans le vif du sujet. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je crois que je n'ai pas besoin du micro, c'est ce que je regardais, effectivement. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Oui, effectivement, hein, c'est un bail. Je suis arrivé ici il y a 54 ans. Je suis arrivé en 68 au CEA, à Saclay, et j'y suis toujours. Vous voyez, donc j'y commence j'y termine ma 54e année. Voilà, donc... en fait, quand vous dites, merci Monsieur le maire de l'introduction, quand vous dites que c'est un problème majeur, je crois que pour nous, c'est un problème majeur depuis 50 ans. Hein, c'est bien... moi, dès au départ, nous avions, la certitude que si eh bien, nous continuions, à l'époque, à émettre des gaz à effet de serre, eh bien, nous allions vers un réchauffement important. Et en fait, cette certitude était déjà très clairement exprimée. L'alerte est vraiment donnée dans les années 60 par en fait, les modélisateurs du climat. En gros, ce sont les premiers modèles du climat qui se développent. Et donc l'intérêt d'un modèle, c'est qu'on peut lui faire un peu jouer avec, c'est-à-dire qu'on peut lui demander que se passerait-il si on avait 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, voilà. Et la réponse eh bien, était très claire, et elle était résumée dans le rapport Charnay en 1979. Eh bien, si on double les quantités de gaz carbonique, ce qui à l'époque était envisagé pour le milieu du XXIe siècle, je dirais, malheureusement c'est toujours possible, eh bien, nous irions vers le réchauffement compris entre 1,5 degré et 4,5 degrés. Alors, il faut bien voir qu'à cette époque, le réchauffement climatique n'était pas vraiment là, mais on avait quand même la certitude, je le redis, que si l'effet de serre continuait à augmenter, eh bien, nous irions vers des réchauffements importants. Et en fait, c'est intéressant de noter que le pionnier de cette modélisation, Suki Manabe, un japonais, a reçu le prix Nobel de physique l'an dernier. Donc, voilà. Et effectivement, c'est un peu aussi pour raconter ce dans quoi je me suis moi-même impliqué. Donc voilà, là on est plutôt... Alors, Suki Manabe, les premières simulations, ça doit être 66. Et donc, la synthèse du rapport Charnay, 79, donc il y a eu toute une série de modélisations du climat dans les années 70. Et c'est vrai que nous sommes arrivés, donc, alors pas tout seul, avec mes collègues Claude Lorius, Dominique Reynaud, beaucoup d'autres de Grenoble, et des collègues à l'époque soviétiques. On est sur un site, disons là, c'est le site de Vostok, et au cœur de l'Antarctique. Eh bien, en fait, quand on parlait d'effet de serre dans les années 70, on en parlait de façon assez théorique. Donc, voilà, l'effet de serre, il y avait la théorie, l'effet de serre, ça existe. Et puis, on en parlait aussi, on disait, bon, en gros, Mars, Vénus, il y a des climats différents parce que l'atmosphère a une composition différente. Il y a aussi la distance par rapport au Soleil. Mais voilà. Mais ça a été quelque chose, effectivement, eh bien, de montrer que sur notre planète, l'effet de serre avait déjà joué un rôle. Et c'est ce que ces courbes, effectivement, c'est ce que ces courbes nous ont montré. Alors, ce qu'on fait dans notre laboratoire à Saclay, alors je dirais depuis 54 ans, ça continue, les jeunes sont toujours là. Voilà, ce qu'on y fait, eh bien, c'est analyser une carotte de glace et à partir de sa composition isotopique, reconstituer les températures. Là, vous voyez, vous avez, là, dans ce cas-là, un peu plus de 200 000 ans. La période actuelle, c'est les 10 000 dernières années, et puis là, c'est la dernière période glaciaire, la période chaude précédente et la période glaciaire précédente, et ce que nous avions montré à l'époque, alors les mesures ce sont mes collègues grenoblois, en particulier Dominique Reynaud, Jean-Marc Barnola à l'époque, Jérôme Chaplas, montraient que, eh bien là, on a les concentrations en gaz carbonique. En gros, eh bien, il y avait moins de gaz carbonique pendant les périodes chaudes, pendant les périodes froides, moins de méthane, donc moins d'effet de serre. Alors, c'est intéressant parce que ça montre vraiment ce lien entre climat et effet de serre sur des longues échelles de temps. On montrait aussi que, eh bien, jamais, pendant cette période, les teneurs en CO2 n'avaient été aussi élevées que celles que nous connaissions à cette époque. En gros, on est actuellement en termes, donc on était à peu près à
disons, en période, on n'a jamais dépassé 280, à peu près entre 280 et 300 parties par million sur, en fait, on le montre maintenant, moins sur 800 000 ans, mais on était déjà à 350 parties par million, et nous sommes maintenant, nous allons le voir, donc disons, à plus de 410 parties par million. Donc, disons, c'est arrivé au bon moment, puisque c'était vraiment, c'était une autre indication. Je crois que, bien sûr, ça a renforcé disons, cette crédibilité du rôle des activités humaines sur le climat. Donc, on est en 87, et donc voilà, je le redis, hein, disons, dans le cas des climats du passé, l'effet de serre n'est qu'un amplificateur. L'origine, enfin, disons, le métronome, c'est vraiment la position de la Terre sur son orbite. Alors, on pourrait faire un séminaire complet sur les climats du passé, mais voilà, on m'a invité à parler du climat du futur. Donc, je vais en parler. Voilà, donc, en fait, ça amène quand même, donc là, on est dans les années 80, la création du GIEC. En fait, l'alerte est vraiment très clairement exprimée. Les décideurs politiques, en fait, le G7 à l'époque, réagit en mettant sur pied le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, 88, premier rapport en 90. Voilà, donc je rappelle les missions du GIEC. Voilà, c'est surtout pas de faire des recommandations aux décideurs politiques, mais c'est de leur donner les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. C'est ça vraiment la démarche. C'est important et c'est vraiment resté dans le GIEC. Et donc le premier rapport en 90 donc, reprend effectivement des conclusions qu'on risque d'aller vers un réchauffement d'au moins 3 degrés d'ici 2100, une élévation du niveau de la mer importante. Et ce rapport du GIEC, eh bien, depuis, il y a eu en fait 5 rapports et nous sommes maintenant dans le 6e cycle dont je veux vous parler. Alors voilà, donc nous sommes plongés dans, disons, l'actualité, mais malheureusement il y a d'autres actualités actuellement, mais l'actualité disons, dans nos domaines, c'est vraiment la publication du 6e rapport du GIEC. Alors il y a 3 groupes, hein. En gros, pour faire simple, le premier s'intéresse aux causes du réchauffement climatique, bon, voilà, et puis plus aux conséquences sur le second, l'adaptation, et le troisième sur les solutions. Donc le rapport du premier groupe a été, disons, publié, donc adopté, hein, parce qu'il est adopté par le gouvernement en août dernier. Et, il doit beaucoup ce rapport à notre collègue Valérie Masson-Delmotte, hein, qui est également du LSCE. Voilà, et puis celui sur les conséquences du réchauffement climatique a été adopté en février dernier. Et lundi prochain, eh bien, en fait, disons, moi je n'y suis plus impliqué. J'étais impliqué entre 2, 3, 4, 5. J'étais impliqué une vingtaine d'années dans les rapports du GIEC. Et disons, maintenant, il y a un gros travail, là, ça travaille dur, et on aura le résultat lundi matin, 4 avril, voilà, sur les solutions. Voilà où nous en sommes, et après, il y a un rapport de synthèse qui sera publié en septembre prochain. Donc, je crois que c'est intéressant de dire, c'est avant tout une expertise, pourquoi le GIEC a vraiment une certaine visibilité, c'est avant tout une expertise collective, c'est vraiment une force, ça c'est très important. Quand on est rédacteur dans un chapitre du GIEC, disons, avec 15 autres personnes, on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est clair. L'expertise collective, c'est une force. Il y a un processus de révision, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé à relire les rapports du GIEC aux différentes étapes, vous pouvez le faire. Disons, voilà, et les auteurs sont censés, et le font d'ailleurs, répondre à tous les commentaires, il y en a beaucoup. Et puis, il y a ce processus qui se déroule actuellement d'adoption par les gouvernements. En fait, c'est important. Certains pensent que ça politise le débat. Je crois que c'est ce qui fait la force du GIEC, c'est l'adoption par les gouvernements. Pourquoi ? Eh bien, parce que, voilà, les auteurs du rapport du GIEC de ce 3e groupe sont arrivés en début de semaine dernière avec une proposition de résumé pour décideurs qui est discutée ligne à ligne, mais avec une règle du jeu très claire, c'est-à-dire que les représentants des gouvernements ne peuvent pas changer le fond, enfin les résultats. Tout d'un coup, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, si c'est écrit dans le rapport que le réchauffement a été de, je sais pas, d'1,5 degré dans tel endroit, il ne peut pas dire tout d'un coup ça a été 2 degrés. Donc, les représentants du gouvernement ne peuvent pas agir sur le contenu, je dirais, pratiquement, le contenu scientifique. Mais ils agissent plus sur la forme, parce que visiblement, il y a des pays qui souhaitent mettre en avant certains points, certains autres points. Le résultat est quand même qu'on a un rapport qui est généralement enrichi par ces discussions et qui, une fois qu'il a été adopté par le gouvernement,
n'est plus remis en cause par ces mêmes gouvernements. Et ces mêmes gouvernements vont se retrouver chaque année à la Convention climat, les COP. Donc c'est important, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, si on prend l'accord de Paris, c'était juste après le 5e rapport du GIEC, on commence l'accord de Paris, pas du tout en commençant par discuter de ce qui se passe sur le climat, d'analyse des solutions, mais disons en s'appuyant pour ces négociations sur les rapports du GIEC. Et ça, c'est ce qu'on souhaite, nous, scientifiques, c'est-à-dire que ces négociations s'appuient sur les rapports du GIEC. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, il n'y a que les négociations, nous le verrons, les décisions ne sont pas, disons, dans les textes, c'est bien, dans la réalité, il y a du retard. C'est un peu ça dont nous allons parler. Alors bon, des résultats qui sont maintenant qui vous sont pour beaucoup familiers. Je pense que beaucoup parmi vous, si vous êtes là, c'est que vous suivez ces aspects. Bon, quand même, les 7 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. Voilà, donc c'est très clair. Voilà, c'est très marqué sur cette décennie. C'est pas année après année, disons chaque année n'est pas plus chaude que la dernière, mais depuis 5 décennies maintenant, eh bien, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Alors, ce n'est pas une surprise, c'est ça qui est intéressant. Enfin, intéressant, moi, disons, j'ai eu la chance, je ne sais pas si j'ai eu la chance, mais il se fait que j'ai vécu toute cette, toute cette montée en puissance du problème climatique de l'intérieur. C'est vrai que, voilà, c'est quand même pas une surprise, puisque qu'est-ce qu'on fait par nos activités de façon très simple? Eh bien, on change la composition de l'atmosphère. L'effet de serre, donc, en composé à effet de serre. L'effet de serre, c'est quelque chose, c'est un phénomène relativement bien compris. En fait, cette capacité qu'ont certains composés gazeux, en fait, de l'atmosphère, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Sans effet de serre, on ne serait pas là. On aurait moins 18 degrés, moins 20 degrés. Mais, disons, c'est vraiment son augmentation qui pose problème. Alors, en gros, quand on regarde l'atmosphère, bon, bien, dès que vous avez 3 atomes, ça vibre et c'est à effet de serre. De façon assez simple, en gros, les seuls composés gazeux qui ne soient pas à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'oxygène, l'azote et les gaz rares. Vous passez à l'ozone, c'est à effet de serre, parce qu'il y a 3 molécules d'oxygène, 3 atomes d'oxygène, excusez-moi. Donc c'est ça, et le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, donc en termes d'effet de serre, mais nous n'en modifions pas la quantité directement par nos activités, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le gaz carbonique, pour le méthane, pour le protoxyde d'azote. Je ne vais pas être très, très long, vous voyez, c'est très bien documenté la façon dont collectivement nous modifions la composition de l'atmosphère dans ces composés. D'accord ? Les chiffres sont là. Pour 2019, on doit être à 37 milliards de tonnes de CO2, de dioxyde de carbone, de gaz carbonique, liés aux combustibles fossiles. Ça représente à peu près 75% des émissions. 6 à 7 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment. Et puis, il faut à peu près ajouter 10 à 12 milliards d'équivalent CO2 pour le méthane et le protoxyde d'azote. On parle d'équivalent CO2 parce qu'il n'y a pas les mêmes propriétés optiques. On est obligé disons, pour les mettre sur une même échelle, on parle d'équivalent CO2. On tient bien compte de tous ces composés. Voilà, et le résultat, voilà. C'est un peu mon regret, c'est-à-dire que depuis 50 ans, depuis Manabé quand même, et d'autres, depuis les années 70, en gros, eh bien, ce que l'on dit clairement, c'est qu'il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre, puisque l'objectif de la Convention climat, je n'ai pas beaucoup insisté, c'est vraiment de stabiliser l'effet de serre, de façon à stabiliser le climat. Stabiliser l'effet de serre, ça veut dire qu'il ne faut plus en ajouter dans l'atmosphère. En tout cas, il ne faut plus en ajouter de façon absolue. Il faut qu'il y ait des puits. Il y a une partie du gaz carbonique qui est absorbée par la végétation, par l'océan. Et il faut, bien sûr, pour qu'on ait ce qu'on appelle neutralité carbone, que nous n'en mettions pas plus que les puits sont capables d'en absorber. D'autant plus, on doit aussi compenser pour le méthane et le protoxyde d'azote. Et dès au départ, on en met déjà plus disons, dès dans les années 70-80, on en met plus que, disons, la végétation et l'océan sont capables d'en absorber. Et évidemment, et j'y reviendrai, dès le protocole de Kyoto, eh bien, on sait qu'il faut diminuer les émissions. Et en fait, vous voyez, c'est un peu un échec, puisque ces émissions, eh bien, sur ma carrière de 50 ans, une cinquantaine d'années, elles sont passées de 27 milliards à 54 milliards d'équivalent CO2. C'est bien l'échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait diminuer les émissions, elles n'ont pas arrêté d'augmenter.
C'est ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, l'effet, il est très simple. En gros, on augmente le chauffage, la quantité d'énergie disponible pour, disons, équilibrer disons, assurer l'équilibre thermique entre l'atmosphère, l'océan de surface, et puis ce qui interagit l'océan de surface, les glaces et les surfaces continentales. Et on augmente tout simplement la quantité d'énergie, on augmente le chauffage, on l'a augmenté d'à peu près 1%. Vous voyez, on avait 240 watts par mètre carré, on en a à peu près 2,5 de plus actuellement. Donc, vous allez me dire, les gens nous disent, oui, mais augmenter le chauffage de 1%, c'est rien. Mais si, justement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est à l'origine du réchauffement actuel. Et ça tient compte d'un phénomène de refroidissement qui est aussi lié à nos activités, c'est-à-dire que la pollution, au sens trivial du terme, ça a plutôt tendance à contrecarrer, c'est plutôt un effet de refroidissement, ça joue à peu près pour 20%. Donc voilà. Mais globalement, on a augmenté le chauffage de 1%. Donc il ne faut pas être surpris si vous augmentez le chauffage, même si c'est compliqué la machine, à la fin, c'est une augmentation de la température. Voilà, donc il y a un point qui est important aussi, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% à peu près utilisé dans l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan. Plus de 93% vont dans l'océan. Donc, si on veut être sûr de la réalité du réchauffement, il vaut mieux aller voir dans l'océan finalement. Si vous y allez, si vous regardez, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire le constat est sans, le constat est sans appel. Donc, 4 mm d'élévation du niveau de la mer chaque année, 1 mm lié à peu près 1 mm lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe un peu moins vite que la moyenne, ça met un peu de temps, les continents un peu plus rapidement, et voilà, donc ça se réchauffe et ça se dilate. Et puis, eh bien, le reste sont les glaciers. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé, on parlait quand on parlait d'élévation du niveau de la mer, on ne parlait que des glaciers continentaux. Ceux des Alpes, c'est pas beaucoup, mais l'Himalaya, les grands glaciers continentaux, les Andes, ou l'Alaska. Et puis, c'est vraiment depuis les années 90, et ça semble être, c'est la réalité, maintenant c'est certain, mais bon, le point de départ des années 90 de ce réchauffement qui fait que le Groenland et l'Antarctique, on nous enseignait qu'ils étaient à l'équilibre, désormais, contribuent à l'élévation du niveau de la mer et de plus en plus. Pratiquement l'essentiel du reste, par exemple, entre 2 et 3 mm chaque année, c'est lié au Groenland et à l'Antarctique. Donc on est dans ce... Et on va voir que dans un futur, c'est ce rôle, cette contribution des calottes glaciaires peut être plus importante. Donc, en gros, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent et qui ont permis au dernier rapport du GIEC, donc celui d'août dernier, de dire que de façon certaine, sans équivoque, les activités humaines sont à l'origine du réchauffement que nous vivons. Et même plus, puisque sont à l'origine de l'ensemble du réchauffement. En gros, les chiffres sont là. En gros, les activités humaines expliquent à peu près l'essentiel. Il y a 1,1 degré à peu près en moyenne planétaire. On l'explique complètement, vous voyez, par des activités solaires. Quand on parle il y a toujours des causes naturelles, bien sûr, mais c'est plutôt de l'ordre du dixième de degré que ça joue sur les périodes, sur les 50 dernières années, par exemple, l'activité solaire. Il peut y avoir aussi les volcans. À chaque fois, il y a un grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degré pendant quelques années. Voilà. Donc, cette attribution, elle est vraiment très claire, c'est un résultat, elle est certaine. Et en plus, il n'y a pas que la température moyenne qu'on attribue. Désormais, on attribue aussi, bien sûr, l'élévation du niveau de la mer est attribuée aux activités humaines. Mais, par exemple, ce qu'on a observé, ce qui est une observation, c'est que les extrêmes climatiques se modifient. Et ça, c'est très important parce que c'est notre perception du réchauffement climatique, ce n'est pas la température moyenne, ce sont plus les extrêmes. Et là, vous voyez cette carte, donc... toutes les régions en rose, là, rose-rouge, sont des régions où les vagues de chaleur sont devenues soit plus fréquentes, soit plus intenses, ou les deux. Et vous voyez que c'est pratiquement toute la planète. Et quand vous avez 3 étoiles, c'est que de façon
quasi certaine, on attribue cette modification des événements extrêmes aux activités humaines. Vous voyez que c'est le cas, là je l'ai souligné, pour le pourtour de la Méditerranée, et puis enfin, là où on vit, disons l'Europe de l'Ouest, les régions méditerranéennes, il y a effectivement une intensification des vagues de chaleur, des pics de chaleur, et on l'attribue, disons de façon quasi certaine, aux activités humaines. Voilà, donc on est vraiment dans ce monde où il y a cette certitude. Je le redis, pour nous, enfin moi j'avais cette certitude du risque posé par nos activités, on l'avait dès au départ, donc moi j'ai toujours été convaincu, malheureusement il se réalise. Le problème c'est qu'il y a un décalage entre disons, nos émissions, en gros les causes du réchauffement climatique et la réalité. Ce décalage est effectivement beaucoup disons, pour être persuadé de la réalité du réchauffement, beaucoup attendaient qu'il soit vraiment là. Malheureusement, c'est ce décalage qui nous est défavorable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il aurait fallu engager la lutte contre le réchauffement climatique dès que la sonnette d'alarme a été tirée par les scientifiques. Alors, un des points importants aussi, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on a anticipé tout au long des rapports du GIEC. C'est très important, que ce soit en termes de rythme de réchauffement, entre 2 et 3 dixièmes de degré, enfin autour de 2 dixièmes de degré par décennie actuellement, en termes d'accélération d'élévation du niveau de la mer. Il y a bien une accélération d'élévation du niveau de la mer, mais ce n'est pas une surprise, c'est ce qui était prévu. En termes d'intensification des événements extrêmes, voilà, donc tout cela c'était prévu. En termes aussi, par exemple, le fait que le réchauffement est plus important en Arctique, dans les régions de l'Arctique par rapport à la moyenne globale, tout ça c'était prévu. Et ça nous incite quand même, puisque notre communauté collectivement a été capable, je dirais presque malheureusement, d'anticiper l'évolution du climat à échéance d'une cinquantaine d'années, eh bien ça nous incite à prendre au sérieux ce que cette même communauté finalement envisage pour d'ici 30 ans et dans la deuxième partie de ce siècle. Je vous invite vraiment, ne dites pas oui, mais peut-être que les scientifiques ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a des incertitudes, mais on en tient bien. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'incertitude. Mais prenez au sérieux, disons, ça doit nous inviter à prendre au sérieux ce qui est envisagé d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans et au-delà. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui est envisagé? Eh bien, évidemment, pour regarder vers le futur, on est obligé, comme c'est l'effet de serre qui est le principal moteur de l'évolution du climat, je redis, il y a toujours d'autres, il y a les causes naturelles, mais elles resteront, disons de l'ordre du dixième de degré. Eh bien, il faut partir de scénarios, d'hypothèses sur les émissions. Voilà, donc là, il y a 2 scénarios émetteurs, 2 scénarios sobres, un scénario intermédiaire. Vous voyez, donc, par exemple, si vous regardez le scénario, la partie rose en haut ou la partie bleue en bas, c'est, disons, la fourchette d'incertitude en haut, c'est pour le scénario, le second scénario, 7.0. Vous voyez, donc il y a bien des incertitudes, c'est-à-dire que quand on donne à toute une série de modèles les mêmes hypothèses d'évolution des gaz à effet de serre, ils ne répondent pas tous avec le même réchauffement. Vous voyez là, donc avec, bon je ne sais pas si c'est pas très grave, mais là vous voyez, donc avec 7.0, on va plutôt entre 3 et 5 degrés. Quand on dit que c'est 4 degrés en moyenne à la fin du siècle, c'est plutôt entre 3 et 5. Donc disons, il y a bien des incertitudes, c'est bien cela, on est bien d'accord, mais elles sont aussi prises en compte. Il ne faut surtout pas dire qu'on ne tient pas compte des... Disons, donc je vous invite à prendre ça au sérieux dans la limite, effectivement, de ces incertitudes. Alors, c'est quand même intéressant, disons, bien sûr, on a 6 rapports du GIEC. Le premier point, c'est la continuité. Je parle bien des projections, donc basées sur des modèles climatiques. Il y a vraiment une continuité dans ces projections. J'ai simplement cité là... voilà, donc si vous prenez par exemple, je vais prendre le scénario émetteur, dans le rapport, dans le 5e rapport, dans les 20 dernières années de ce siècle, on avait un réchauffement moyen de 4,3 et dans le 6e rapport, 4,4. Vous voyez, il y a une continuité dans les projections. Alors vous allez me dire pourquoi en refaire? Eh bien, parce que si on regarde les 6e rapports, la résolution, le détail est vraiment beaucoup plus, disons, il y a beaucoup plus de résolution, on va beaucoup plus dans le détail, et ça se traduit par la mise à disposition d'un atlas, c'est-à-dire que
chaque personne qui est intéressée à le faire peut aller sur le site du GIEC. Alors c'est un petit exercice, moi je ne me suis pas amusé tellement à le faire, mais donc on peut aller sur le site du GIEC et regarder pour une région qui vous intéresse, pour le scénario qui vous intéresse, comment va évoluer à l'échelle saisonnière les précipitations, les températures. Donc ça c'est l'intérêt des nouvelles simulations, c'est de mettre à disposition, et ça c'est très important par exemple pour un décideur politique évidemment, de savoir, d'appréhender dans sa région, en tout cas par exemple pour l'adaptation au réchauffement climatique. Donc c'est un véritable progrès. Disons, ce n'est pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Voilà ce que donnerait évidemment donc, disons un monde à plus 4 degrés. Disons, vous voyez à peu près le scénario, le second scénario à la fin du siècle, avec disons un réchauffement plus important sur les continents, un peu moins important sur l'océan, 2 fois plus important sur les régions polaires nord, et ça c'est déjà ce qu'on observe. Alors les conséquences, j'ai volontairement gardé disons une figure du 5e rapport du GIEC. Alors elle existe pour le 6e rapport du GIEC, elle est un peu différente, mais en gros on retrouve les mêmes conséquences, mais, et ça a été dit, en fait les conséquences, une des conclusions du rapport du 28 février, c'est que les conséquences, voilà, comment m'expliquer. Disons que là, on passe de, voilà, c'est des risques, voilà, on a 5 catégories et des risques disons, avec une échelle de risque d'indétectable, moyen, élevé, très élevé. Vous voyez, eh bien, disons, on aurait tendance à faire passer de moyen à élevé et très élevé à des températures un peu plus faibles. Donc, les risques auraient été plutôt sous-estimés. Il n'y a pas de nouveaux risques, mais le 6e rapport nous dit que c'est peut-être un peu sous-estimé dans le 5e rapport du GIEC. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, on ne va pas passer trop de temps, c'est quand même des choses. L'acidification de l'océan, c'est important. Ça n'a rien à voir avec l'effet de serre. C'est le fait que, voilà, on met 45 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en 2019, de même en 2021, il y en a un peu moins en 2020. Mais voilà, il y en a 10 milliards de tonnes, grosso modo, qui vont dans l'océan. Il y a des océanographes ici, des paléo-océanographes. Donc 10 milliards de tonnes qui vont, enfin un peu moins, autour de 10 milliards de tonnes qui sont absorbées par la végétation. Mais pour l'océan, ça dépend de l'océan. Pour nous, c'est bien, parce que ça limite l'augmentation dans l'atmosphère, mais c'est vraiment au dépend de l'océan qui s'acidifie. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle, et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité aurait doublé à la fin du siècle, par rapport au début du XXe siècle. Alors, bon, c'est pas très grave pour les jeunes d'aujourd'hui, ils pourront toujours aller se baigner, mais ça pose quand même problème pour tout ce qui se forme à partir de calcaire, calcite, enfin aragonite, tout ce qui se forme. En gros, ça va des récifs coralliens disons, à tout ce qu'on aime bien comme coquillages marins. Voilà, ça affecte beaucoup la vie marine, avec un risque, par exemple, vraiment disons, que tous les récifs coralliens soient disons, mis à mal au-delà de 2 degrés, parce que la température est importante, l'acidification, disons, on remet une couche. En gros, tout ce qui se forme de calcite se forme un peu moins facilement quand c'est plus acide. C'est ça pour faire simple. Les phénomènes extrêmes, j'en reparlerai. Donc, voilà, enfin j'en ai déjà parlé, les sécheresses, les inondations, canicules, cyclones, ils sont déjà plus intenses et ça va se poursuivre. C'est très clair. Voilà, disons que les phénomènes irréversibles, je dirais quelques mots du niveau de la mer. Bon, il y a aussi la nature qui nous entoure. Déjà, le réchauffement climatique est la 3e cause de perte de biodiversité. Donc, si on ne maîtrise pas le climat, eh bien, il y a beaucoup d'espèces qui auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, on comprend bien, plus le réchauffement sera important, plus la biodiversité sera affectée. Alors, il y a d'autres raisons, disons, la biodiversité est affectée pour d'autres raisons, mais celle-là est très importante. Donc, voilà, on peut parler des écosystèmes qui sont complètement modifiés, la pollution, voilà, donc ça joue aussi, et puis les problèmes de santé. Les populations sont aussi, bien sûr, très affectées. Disons, on va parler bien sûr de migration climatique, de réfugiés climatiques. Les régions, des régions, par exemple, sahéliennes, disons, subsahéliennes, où il y aura moins de précipitations, il y a un risque, effectivement, disons, d'insécurité alimentaire, et c'est une des raisons pour lesquelles, disons, qu'on ne peut plus se nourrir dans la région dans laquelle on vit, eh bien, c'est une des raisons, effectivement, pour la quitter. Voilà, on va parler de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité au sens sécuritaire du terme. Mais je ne vais pas regarder une par une, mais un des points importants, c'est que si on prend ces conséquences, non pas une par une, mais dans leur ensemble, eh bien,
conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc ça, on en est conscient entre pays pauvres et pays riches. On voit bien qu'il y a des pays qui sont défavorisés par rapport au climat. Et d'ailleurs, beaucoup des pays qui sont en développement le sont quelquefois parce que le climat ne leur est déjà pas favorable, n'est déjà pas favorable à un développement. Ce n'est pas partout le cas, mais quand on regarde, bon, c'est déjà à la limite de ce qui est supportable, ou disons ce qui permet un développement. Et bien sûr, ces pays sont encore plus touchés, plus vulnérables, mais c'est vrai aussi pour un pays comme le nôtre. Disons que dans un pays comme le nôtre, eh bien, ce sont les couches les plus modestes de la population qui sont généralement les moins à même de faire face au problème du réchauffement climatique. Je donne toujours cet exemple qui m'est un peu personnel, mais bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont le même exemple à donner. Bon, non, enfin, on vit à Paris, sous les toits. C'est très bien, je peux dire ça, mais je veux dire, l'été, c'est chaud. Mais voilà, on vit aussi en Bretagne, on a de la chance d'avoir une maison en Bretagne. Tout ça pour dire que, disons, dans une métropole comme Paris, il y a beaucoup de gens qui, au moment des vagues de chaleur l'été, souhaiteraient quitter Paris. Il y a beaucoup qui ne le peuvent pas. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne le peuvent pas. C'est très clair. C'est vraiment une forme d'inégalité, je veux dire, par rapport à l'adaptation. Il y a aussi une autre forme d'inégalité qui nous a pris de plein fouet il y a 4 ans. C'était, en croyant bien faire, mais en fait, surtout en voulant faire rentrer de l'argent dans les caisses, c'était quand même bien l'idée, eh bien, l'augmentation de la taxe carbone était envisagée en 2018. Et en fait, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que cette augmentation de la taxe carbone aurait affecté de façon 3 fois plus importante les bas revenus que les hauts revenus. Alors évidemment, pas en termes absolus. En termes absolus, ce sont les hauts revenus qui auraient le plus contribué à cette augmentation de la taxe carbone, puisque c'est une question de consommation. Mais par rapport aux revenus, les bas revenus auraient été 3 fois plus affectés que le dernier décile par rapport au premier décile, 3 fois plus affecté. Et ça, on voit bien que c'est le sentiment d'injustice, c'est ce qui a été perçu et qui est quand même, en tout cas, ça a été un des éléments à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Alors, on voit bien qu'on peut avoir aussi des injustices dans la mise en œuvre de certaines politiques climatiques. Il faut aussi faire très attention. Voilà, donc, je vous montre, voilà. Alors, le point principal, voilà, quand même, du dernier rapport, parce que j'ai vraiment... là aussi, il y a une continuité, si vous voulez. Je vais reparler du dernier rapport avec le niveau de la mer et des choses comme ça, mais voilà. Pour moi, c'est la première fois, ça a été le cas, donc je le redis, dans le rapport sur les causes du réchauffement climatique, on attribue de façon certaine le réchauffement climatique aux activités humaines, et de même, quand on parle des conséquences, c'est la première fois que notre communauté affirme que les preuves scientifiques sont sans équivoque, c'est-à-dire que de façon certaine, le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. C'est écrit comme ça. Donc il faut bien voir, c'est pas... Voilà. Tout nouveau retard est que la fenêtre, finalement, de tir pour en prendre la mesure, eh bien, se rétrécit d'heure en heure. C'est un peu cela, c'est dit clairement. Après, voilà, on n'est pas là pour donner le son, mais les gens ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est écrit, voilà, et malheureusement, presque, je veux dire, cette communauté a montré globalement qu'elle est crédible. Donc, ce n'est pas du tout pour faire peur, ni pour créer de l'éco-anxiété, c'est malheureusement une réalité. Donc, voilà quelques exemples donc, du dernier rapport. Donc, on peut parler des événements extrêmes, par exemple, les vagues de chaleur. Eh bien, une vague de chaleur qui, voilà, disons, avant le réchauffement climatique survenait une fois tous les 10 ans, et bien vous voyez, à plus 4 degrés, ça serait une fois par an. Et même déjà à plus 1,5 degré, c'est plutôt 4 fois par an. Voilà, donc ça donne une échelle de ce vers quoi nous allons. Les pluies torrentielles aussi, parce que, bon, on n'en a pas été victime en France, mais quand même en Belgique et en Allemagne, l'été dernier a été rude, avec quand même un nombre de victimes non négligeable. Eh bien, là aussi, les pluies torrentielles, c'est un risque disons, d'être plus intense encore. Voilà, donc il y a aussi une échelle, voilà, 1,5 fois 1,5 degré, pratiquement 3 fois plus à 4 degrés que par rapport à un climat pré-industriel. Ce qui est important, évidemment, parler de température, ce n'est pas suffisant. Les précipitations, c'est au cœur de notre vie de tous les jours. Voilà, je suis sûr. On venait avec, tout à l'heure en marchant, on disait c'est quand même pas mal qu'il pleuve un peu pour les jardiniers, il y en a ici certainement. Donc on a envie des fois d'avoir des précipitations, c'est clair.
Et alors, il y a des endroits où il y en aura plutôt trop. Ça, le problème, c'est que le réchauffement climatique ne joue pas le jeu. C'est-à-dire que là où il y a déjà assez de précipitations, sinon trop, ça va augmenter. Et puis là où il n'y en a pas assez, ça va diminuer. C'est ainsi, mais ça aurait pu être le contraire peut-être, mais voilà. Par exemple, si on prend l'hiver, le nord de l'Europe, vous voyez les zones en vert, ce sont des zones où les précipitations, ça c'est un ancien rapport du GIEC, mais ça reste toujours, les précipitations vont augmenter l'hiver sans aucun intérêt, sauf d'accroître le risque d'inondation. À l'inverse, eh bien, des zones comme le pourtour méditerranéen, mais surtout l'été, eh bien, là, les précipitations vont diminuer jusqu'à moins 40, moins 50%. Une division par 2 des quantités de précipitations est envisageable. Ça, c'est à plus 3, plus 4 degrés, je crois. Voilà. Alors, moins de précipitations en été. Le problème, c'est qu'il y a aussi plus d'évaporation. Donc, beaucoup moins donc les ressources en eau sont affectées, l'agriculture, bien sûr, un des points, c'est que c'est aussi la rive sud, bien sûr, de la Méditerranée, vous voyez, donc, avec des conséquences sur toute la région, je l'ai dit, sahélienne, et un accroissement du risque de feux de forêt. Aussi, il y a un point très important, c'est que, c'est dur à faire comprendre, mais si on plaçons-nous dans le nord de la France où nous sommes ici, dans la partie nord de la France, je n'ai probablement pas montré les détails, il y a bien sûr des études plus spécifiques à notre pays, mais en gros, quand on regarde la partie nord de la France, il y aura plutôt un peu plus de précipitations l'hiver. C'est assez logique parce que les masses d'air sont un peu moins froides et un peu moins l'été. Donc, mais globalement, les quantités de précipitations ne devraient pas diminuer en moyenne annuelle. Or, eh bien, même dans ces régions, si vous faites la modélisation du débit des fleuves et des rivières, je parle bien du bassin Seine-Normandie, eh bien, le débit des fleuves et des rivières va diminuer de 10, 20, 30, 40%. Tout simplement parce que l'évaporation augmente. Ça, c'est très important à bien comprendre ça. Donc, il ne suffit pas d'avoir des précipitations pour que les ressources en eau soient au rendez-vous. Alors, il n'y a pas la panique, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment un point d'attention. Hier soir, j'étais à Bourges, j'ai fait une conférence plus sur le cycle de l'eau, plus ces aspects liés à l'eau, mais c'est vrai que les gens sont passionnés parce qu'ils sentent bien qu'il y a déjà quelques sécheresses, mais voilà, quand on parle d'accès à l'eau, c'est pas si simple dans certaines régions. Donc, en tout cas, je ne souhaite pas du tout qu'on panique, mais il faut vraiment prendre en compte et c'est bien pris en compte. Moi, j'ai travaillé avec le bassin Seine-Normandie. J'ai présidé un comité scientifique sur l'adaptation du bassin Seine-Normandie au réchauffement climatique. Donc, j'ai vu comment ça se passe. Les élus sont tout à fait au courant de ce risque. C'est pas une découverte, mais il faut bien le prendre en compte. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, l'élévation du niveau de la mer. Donc là, c'est un peu compliqué, mais bon, ça vaut 2 minutes quand même. Donc on va se placer d'abord jusqu'en 2100, vous voyez, avec des élévations du niveau de la mer, voilà l'échelle. Donc à la fin du siècle, dans les scénarios émetteurs, on pourrait atteindre pas loin de 1 mètre, ce qui est quand même beaucoup pour certaines régions côtières, mais dans ce rapport, alors on avait exclu cette possibilité, dans le rapport précédent on avait exclu cette possibilité, mais là ce n'est pas une projection, mais on n'exclut pas la possibilité d'une instabilité d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest, une petite partie, qui risquerait d'ajouter jusqu'à 50 cm. Donc on n'exclut pas, je ne dis pas qu'on le prévoit, qu'on le prédit, c'est pas pareil. Alors ensuite, le point important, c'est que l'élévation du niveau de la mer, il faut regarder en long terme. Disons, si on regarde d'ici 250 ans, enfin à la fin du 22e siècle, eh bien, ça pourrait être, alors dans le cas d'un scénario émetteur, jusqu'à 7 mètres, vous voyez, donc entre 2 et 7 mètres. Dans le cas d'un scénario sobre, j'y reviendrai, entre 1 et 3 mètres. Et puis, voilà, là aussi, et sur 2000 ans, eh bien, disons, se rester 1,5 degré, c'est 2 à 3 mètres. Voilà, on pourrait, si on avait un réchauffement de 5 degrés en permanence ou de cet ordre-là, ça pourrait être jusqu'à une vingtaine de mètres. Voilà. Alors, pourquoi vous parlez de ça? Vous allez me dire, ce n'est pas notre problème ce qui va se passer dans 100, 200, 300 ans. Le problème, c'est que c'est maintenant que nous en décidons. C'est-à-dire que les émissions des 3 quarts, alors je ne dis pas dans ce cas-là de la prochaine décennie, mais les émissions des prochaines décennies vont avoir une importance majeure sur l'élévation du niveau de la mer dans 200, 300, 400 ans. Et c'est ça qu'il faut en être conscient. Disons, bien sûr, l'élévation du niveau de la mer,
Bon, beaucoup des gens, d'abord ici on n'en souffrira pas, je veux dire par là, c'est bien sûr, mais c'est cela qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que vraiment, et personne ne l'arrêtera. Hein, ça, c'est quelque chose, et c'est vraiment une responsabilité. Bon, des problèmes, donc voilà, les problèmes de santé. Voilà, actuellement, disons, il y a un Européen sur 20 qui chaque année fait face à un événement climatique extrême en moyenne. À plus 3 degrés, eh bien, ce serait plutôt 2 Européens sur 3, hein, disons, chaque année en moyenne. Et en termes de décès, eh bien, on pourrait multiplier par 30 le nombre de décès moyens. Il faut oublier 2003, hein, le nombre de décès moyens liés au réchauffement climatique attribué, c'est plutôt 3 000 au niveau de l'Europe actuellement. Il y a eu 75 000 en 2003, mais c'était vraiment exceptionnel. Et puis personne n'était vraiment préparé. Mais on pourrait, disons, régulièrement aller vers plus de 100 000 décès, même en étant préparé. Et 99% liés à des vagues de chaleur. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que ne rien faire n'est pas la solution. Mais les politiques, ils sont merveilleux, parce qu'ils le savaient. Et dès en 92, eh bien, là, il y a la Convention climat. Premier rapport du GIEC 90, Convention climat 92, avec un objectif de bon sens. Hein, c'est-à-dire, en gros, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On va d'abord demander aux pays, hein, puisque c'est évident, on va d'abord demander aux pays développés de le faire. Ça, c'est le protocole de Kyoto. On demande aux pays développés de diminuer les émissions. Enfin, on invite, parce que c'est le cas des Nations Unies, hein, on ne force pas, on invite les pays développés à diminuer leurs émissions entre 5 et 7% sur la période 2008-2012 par rapport à 90. C'est ça le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto est un échec. Vous voyez, les émissions n'ont pas arrêté d'augmenter, hein, donc c'est un échec. Et pourquoi? Il y a une double raison quand même. Enfin, il y a peut-être d'autres, mais il y en a deux qui sont assez évidentes. Bon, le fait que l'élection de George Bush, évidemment, Al Gore sera probablement été mieux, enfin, on espère. En tout cas, les États-Unis ne ratifient pas. Disons que Al Gore avait signé le protocole de Kyoto, c'est 1997. Hein, et, disons, George Bush, les États-Unis s'en retirent. Enfin, ne le ratifient pas et ne s'y impliquent pas. Hein. Et aussi, personne n'avait vraiment anticipé l'augmentation très rapide des émissions en Chine. Hein, disons, pratiquement, dans les années 2000, les émissions chinoises ont été multipliées, c'est la libéralisation dans les années 2000, hein, les émissions chinoises ont été multipliées par entre 2 et 3, presque 3, hein, sur 2000-2010. Vous voyez, donc et en fait, en 2005, les États-Unis sont passés devant la Chine est passée devant les États-Unis en termes d'émissions, et maintenant c'est pratiquement 2 fois plus. Donc voilà. Alors ensuite, il y a trois grands accords. Il y a une convention climat de tous les ans. Moi, j'ai eu la chance enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais enfin, en tout cas, j'y ai participé aux 21 dernières. Depuis 2001, j'ai participé à toutes les COP au titre de la délégation française. Hein, donc, d'une certaine façon, j'ai eu la chance de suivre ce problème climatique à la fois du côté des scientifiques et du côté des politiques. Donc, c'était intéressant. Et voilà, donc le deuxième accord, c'est Copenhague, c'est aussi un échec. L'objectif de Copenhague, donc, en gros, c'était de ce qu'on appelle la deuxième phase du protocole de Kyoto, et donc, en gros, d'avoir un accord ambitieux sur la période 2013-2020. On est en 2009, et en fait, il n'y a pas eu d'accord ambitieux, puisque sur la période 2013-2020, eh bien, il n'y a eu que pratiquement l'Europe et quelques autres pays, enfin moins de 15% des émissions, qui se sont engagés de façon, disons, chiffrée, avec un objectif chiffré dans cette deuxième phase du protocole de Kyoto 2013-2020. Et ensuite, eh bien, pour l'après 2020, c'était l'objectif, effectivement, de l'accord de Paris, de se préparer à l'après 2020. C'était bien l'objectif de l'accord de Paris. En 2015, ça a été, bon, il faut bien évidemment travailler avec un peu en avance. Et là, les Nations Unies vont changer leur fusil d'épaule. Doublement d'ailleurs, parce que le premier point, c'est que les Nations Unies, donc la Convention climat, constatent qu'essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, ça ne marche pas. Donc, voilà, ils prennent l'approche inverse. Et plutôt que d'essayer de fixer des objectifs, c'est de demander à tous les pays, et voilà, donc ce qu'ils accepteraient de faire en termes de réduction des émissions, en tout cas en termes d'émissions, ou de moindre augmentation pour certains pays, et d'adaptation. Finalement, ça marche, hein, c'est ce qu'on va appeler les engagements. Donc on demande aux pays ce qu'ils pourraient faire. Voilà.
Voilà. Ça marche, et c'est d'ailleurs l'intérêt de l'accord de Paris. Hein, c'est son universalité. C'est-à-dire tous les pays, pratiquement, l'ont ratifié actuellement. Hein. Donc c'est un cadre assez extrêmement solide. Hein. Tous les pays, ce n'était pas le cas, évidemment, voilà, donc, disons, les pays en voie de développement se sentaient moins concernés. Même les pays en voie de développement se sont impliqués, disons, ça peut être que des mesures d'adaptation, ce n'est pas le problème, mais c'est une belle machine, l'accord de Paris. Et puis il y a un deuxième point, quand on regarde la Convention climat dans sa première version, eh bien, il n'y a pas d'objectif chiffré. Hein, c'est stabiliser l'effet de serre pour stabiliser le climat, mais il n'y a pas d'objectif. Hein, on va essayer d'avoir neutralité carbone un jour, et puis voilà, l'objectif c'est de limiter la casse, hein, si on fait simple. Et là, on va passer dans un autre monde avec l'accord de Paris. Alors ça avait été déjà évoqué à Copenhague, mais on va passer à un objectif chiffré. Et c'est un objectif de bon sens. En gros, eh bien, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, et si possible 1,5 degré. De bon sens, pourquoi ? Eh bien, en gros, je crois que c'est de notre devoir, enfin, disons, c'est normal, c'est le moins qu'on puisse dire, que nous cherchions à prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. Il ne s'agit plus des générations futures. Hein, c'est bien ça qu'il faut voir. Hein, c'est aujourd'hui que ça se passe. Les jeunes sont là. Hein, comment on fait pour qu'ils puissent s'y adapter sans trop de difficultés. C'est bien ça le problème. Donc moi j'adhère bien sûr à l'objectif de la Convention. Et en fait, voilà, donc en fait le problème des engagements, j'y reviendrai, eh bien, en gros, voilà, il n'y a pas de raison que les engagements soient à la hauteur des objectifs. Hein, ça, on y reviendra rapidement, et c'est ce qui s'est passé. Hein, en fait, les engagements, les engagements sont loin de satisfaire, d'être en mesure de satisfaire des objectifs. Comme j'ai indiqué ici, on est plus sur une trajectoire, disons, avant Glasgow, on était sur une trajectoire certainement supérieure à 3 degrés, hein, jusqu'à 3,5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, et donc beaucoup trop pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport très important entre 2015, entre Paris et aujourd'hui. C'est le rapport sur 1.5. Là aussi, Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle vraiment très important. Ce rapport 1.5, en gros, comme les pays les plus vulnérables souhaitaient qu'on examine l'hypothèse d'un réchauffement limité à 1,5 degré, on a déjà pris 1,1 degré, hein, vous voyez, eh bien, il y a eu disons que la Convention climat a invité le GIEC à faire un rapport, on appelle ça un rapport spécial, sur ce que serait un monde à 1,5 degré. Et la conclusion, elle est claire, c'est que ce serait beaucoup plus facile, mais vraiment plus facile de s'adapter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Hein, c'est ça le message, hein, en termes d'événements extrêmes, de perte de biodiversité, de productivité, de niveau de la mer. Et c'est pas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, c'est dans ce rapport est publié, et entre donc la dernière COP, c'était Glasgow, et bien à Paris, on ne parlait que des 2 degrés, à Glasgow, on ne parlait plus que d'1,5 degré, hein, d'une certaine façon, hein, donc on ne parle plus des 2 degrés pratiquement. Hein, donc voilà, tout le monde semble d'accord pour prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est du bon sens et c'est vraiment souhaitable. Voilà, simplement, personne n'en prend le chemin. Hein, c'est ça tout le problème. Donc, voilà, donc l'idée c'est que vraiment chaque demi-degré compte, c'est un enseignement. Alors le problème c'est qu'on est devant un mur, parce que si on regarde, si on regarde en termes de l'évolution, alors voilà les 5 trajectoires, vous avez vu les 5, des trajectoires qui permettent qui sont compatibles avec donc des trajectoires d'émissions qui sont compatibles avec les trajectoires que je vous ai montrées en termes de réchauffement, là, qui correspondent à ça. Voilà les 5. Et vous voyez donc effectivement, dans les 2 degrés, disons la trajectoire qu'on appelle 2.6 nous emmène à peu près vers disons, est compatible avec 2 degrés, et la trajectoire bleu clair avec 1,5 degré. Et effectivement, dans l'accord de Paris, on parlait de neutralité carbone, vous voyez, neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est inscrit dans l'accord de Glasgow. Eh bien, c'est là qu'on voit que si on veut avoir des chances de rester autour d'1,5, une condition nécessaire, eh bien, c'est une neutralité carbone vers 2050. Et ça, c'est inscrit dans l'accord de Glasgow. Et on parle de plus en plus, non seulement c'est inscrit dans l'accord de Glasgow, mais dès aujourd'hui, je crois que c'est 120 pays
qui ont inscrit d'une façon ou d'une autre dans leurs objectifs, je dis toujours dans leurs objectifs, cette neutralité carbone en 2050. C'est le cas de notre pays, c'est le cas de l'Europe. Dans la loi climat-résilience, alors après, disons, la neutralité carbone, c'est un peu, bon, je veux dire, c'est assez mal défini, mais enfin voilà, donc déjà c'est pas mal, c'est inscrit dans la loi chez nous, inscrit les États-Unis, la Chine c'est 2060, disons, voilà, donc il y a, ce qui est intéressant, c'est que, en gros, du point de, enfin, ouais, c'est un peu, du point de vue de la communauté scientifique, on pourrait, enfin, il y a une certaine satisfaction à voir que, disons, le diagnostic, on ne fait pas de recommandation du GIEC, est pris au sérieux par les décideurs politiques, puisque, disons, c'est 3 ans après ce rapport 2018, il y a déjà 120 pays qui ont inscrit la neutralité carbone dans leurs objectifs. Alors, le problème, c'est que, évidemment, on va passer aux solutions, je ne vais pas être trop long, mais voilà, que nous a dit Glasgow, eh bien, c'est que, oui, d'accord, il y a beaucoup de pays qui disent qu'ils veulent bien le faire. La réalité, c'est que, si on regarde d'ici 2030, eh bien, il faudrait, pour avoir des chances de rester sur 1,5, il faudrait diminuer les émissions de 45% par rapport à 2015, je crois, ou 2010, et puis, en fait, elles vont augmenter de 15%. Donc, on sait d'ores et déjà qu'on aura 2 fois trop d'émissions en 2030. On parle bien des années-là, hein, c'est vraiment aujourd'hui. On aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour garder des chances de rester autour de 1,5 dans le long terme. Hein, c'est le diagnostic très clair. Donc voilà où nous en sommes. Bon, il y a aussi l'absence de solidarité Nord-Sud, hein, qui a été extrêmement marquante à Glasgow, hein, puisque nous, je dis collectivement, les pays développés, nous avions promis à Copenhague de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars chaque année pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. C'était une promesse des pays développés. On a réussi péniblement à atteindre 80 milliards, et souvent en déplaçant des aides, enfin bon, voilà. Et voilà, on n'a pas été capable de mettre ces 20 milliards manquants à une époque où ces mêmes pays développés, en 2020, ont mis plus de 3 000 milliards sur la table pour relancer l'économie. Alors je pense que c'était justifié, ce n'est pas le problème, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on ne soit pas capable de mettre 20 milliards disons, sur cette période pour aider les pays, pour tenir notre promesse simplement. Hein, donc voilà, c'est quand même extrêmement décevant, et ça a acheté vraiment un froid à Glasgow. Hein, disons, les pays en voie de développement ont perdu confiance par rapport à notre égoïsme, soyons clairs. Voilà. Donc un peu sur la France. Alors de quoi on va parler? Alors bon, comment on fait? Bon, d'abord, on regarde ce qu'on fait déjà. Hein, bon, là aussi, voilà, ce que nous faisons chez nous, hein, ce sont les chiffres pour 2019. Bon, quand on se déplace, c'est déjà le tiers des émissions. Puis ensuite, il y a trois secteurs, habitat, industrie, agriculture, autour d'un peu moins de 20%, et puis l'énergie et les déchets. Donc ça nous donne un peu une image de la façon dont nous émettons. Je crois dans quelques mots-clés. Donc, évidemment, l'État a une ambition. Alors, je le redis, on a eu 3 lois climat. Hein, donc, moi, je me suis intéressé à celle de 2015. J'étais 10 ans au CESE. J'étais rapporteur au titre du CESE de celle de 2015. Il n'y avait pas la neutralité carbone. La neutralité carbone a été inscrite dans celle de 2019 et elle est dans celle de 2021, je reviendrai un peu sur ma déception, puisque celle de 2021, la loi climat-résilience, était censée se construire autour des recommandations des 150 citoyens, et on en est loin. Donc, mais enfin, l'État a joué son rôle, hein, donc il y a des lois. Voilà, et je pense qu'il y a une importance, la réalité des choses, quand on parle d'urbanisme, de mobilité, c'est pas au niveau de l'État que ça se passe. Hein, c'est au niveau, voilà, à l'échelle régionale, locale. Hein, c'est là où les choses se passent. Hein, il faut bien se rendre compte. Donc, les élus locaux, les élus régionaux ont une importance essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils l'ont aussi, par exemple, parce que c'est pas pareil de s'adapter dans une région ou une autre. Les impacts ne sont pas les mêmes. L'adaptation, c'est des solutions qui peuvent être différentes. Hein, donc, cette échelle régionale, locale est extrêmement importante. Donc je le souligne toujours. Et bon, voilà, les mots-clés de la transition, eh bien, c'est le mix énergétique, on pourra en reparler, l'efficacité, la sobriété, la solidarité. Hein, je redis, et je l'ai déjà dit, mais si on ne regarde pas tous dans la même direction, actuellement, ce n'est pas ce qu'on fait globalement sur cette planète, eh bien, on n'y arrivera pas. Hein, c'est aussi clair que ça. Voilà, des investissements. Hein, donc c'est vrai que je pense qu'il faut investir, mais il faut savoir évaluer les investissements
à leur capacité ou non de s'inscrire dans cette dynamique de neutralité carbone. C'est ça qui est important. Moi, je suis pour l'innovation, la recherche, tout, mais il faut à chaque fois être capable d'évaluer par rapport à cette nécessité de neutralité carbone disons, je ne rêve pas, on n'y arrivera probablement pas en 2050, mais il faut absolument y arriver. On ne peut pas accepter l'idée que l'effet de serre augmente indéfiniment. C'est bien cela. Le contraire de la neutralité carbone, c'est accepter que l'effet de serre augmente indéfiniment. Et ça, on ne peut pas. Donc, enfin, voilà, c'est très important. Voilà, et puis, bon, les investissements, donc c'est vrai que je me suis pas mal investi, moi, avec Pierre Laroutourou dans le pacte finance-climat, c'était notre credo au niveau de l'Europe. Voilà, et puis l'éducation, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que je viens de remettre, enfin, j'ai été président d'un groupe de travail sur l'éducation, l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur, que nous avons remis avec Luc Abadi à la ministre il y a maintenant 3 semaines. C'est important parce que ce qui est intéressant, c'est que, même si dans le titre c'est, je crois, disons, enseigner la transition dans le supérieur, eh bien, on dit aussi très clairement que, eh bien, il y a besoin d'enseigner, de former et de sensibiliser et de former à la transition tout au long de la vie. Voilà, et ça concerne tout le monde. Voilà. Je dis ici, ça concerne les élus, c'est très clair, il n'y a pas assez de formation chez les élus, ça concerne les entreprises. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Il faut que cette formation soit au rendez-vous. Il y a encore beaucoup trop d'élites qui ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de transition écologique ou de perte de biodiversité. C'est très clair. Y compris dans les jeunes. Je vais citer un exemple, je ne vais pas faire un débat sur le nucléaire là, ne vous inquiétez pas, mais question posée en octobre dernier, enquête de l'IFOP, sur les 18-35 ans. Quelle est votre préoccupation principale? L'environnement. Les mêmes pensent que le nucléaire et les fossiles émettent les mêmes quantités de gaz à effet de serre. Et on en est là. C'est terrible. Donc, il y a peu de gens ici, peut-être dans cette salle, qui savent faire la relation entre notre vie de tous les jours et la façon dont nous modifions l'environnement. Ce chemin n'est pas fait. C'est ça qui est très important. Et il doit être fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une invitation. Je me suis beaucoup investi dans dans ce rapport sur l'enseignement, mais un point qui est important, c'est qu'on a vraiment tout un long chapitre sur l'enseignement, disons, sur la formation à la transition écologique tout au long de la vie. Et il y a aussi, d'ailleurs, un chapitre sur les élus et sur aussi, disons, tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont des décisions à prendre. Il faut vraiment les prendre en connaissance de cause. Ça, c'est très fort. Donc, l'éducation est au cœur, je crois, évidemment, l'éducation à tous les niveaux et à toutes les étapes de la vie est vraiment au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, en France, pour vous rappeler, donc, je ne vais pas être trop long là, mais la stratégie, donc, il suffit d'aller sur le site, on a une belle stratégie, ça. Voilà, donc, on va arriver à... Donc, quand même, disons que ça, c'est la stratégie. On arrivera à neutralité carbone en 2050 en augmentant le puits avec l'espoir, disons, d'augmenter le puits lié à la végétation de 50%, ce qui n'est pas gagné. Voilà, donc, comment viser la neutralité carbone? Eh bien, voilà, parce que les gens me disent, mais parler de sobriété, les gens ne vont pas accepter. Mais ça, c'est sur le site du ministère. Sur le site ministère, il y a sobriété et efficacité énergétique. C'est pas les écolos qui ont inventé la sobriété. Voilà. Donc c'est important. Voilà. Donc l'agriculture, bon, bien sûr, le zéro énergie fossile et puis l'augmentation des puits de carbone, c'est important. Donc tout ça, vous pouvez aller. Hop. Alors, ouais, c'est moi. Donc, par secteur, c'est intéressant parce que là, c'est quand même, c'est au niveau local que ça se passe. Par exemple, pas la production d'énergie, mais le transport, disons moins 30% d'ici 2030, division par 2 sur les bâtiments. Voilà, c'est ce qui est inscrit. L'agriculture, les déchets, voilà, l'industrie. Voilà. Donc tout ça, c'est bien documenté, dans les textes. On est quand même un peu... On est un peu tricheur parce que c'est vrai qu'on fait zéro carbone, mais on fait neutralité carbone, mais simplement sur le territoire national.
si on tient compte de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire on tient compte à la fois des importations et des exportations, eh bien on voit bien que cette empreinte carbone, d'abord, elle est plus importante, hein, à peu près de 60% de plus importante que, disons, les émissions sur le territoire national, qui, elles, diminuent, mais pas suffisamment vite. Et c'est important d'en tenir compte, hein, parce que, bon, je pense que c'est quand même l'empreinte carbone dont on devrait tenir compte. Et des propositions concrètes, il y en a. Hein, donc moi, j'ai vraiment eu la chance, parce que c'était passionnant, de participer à la Convention citoyenne sur le climat. Donc j'étais membre du comité de gouvernance. Au comité de gouvernance, le rôle, c'est que les choses se passent bien, c'est qu'on n'en parle pas. Donc c'était le seul objectif, mais c'était passionnant, ça nous permet de participer à tout. Des propositions donc, dans tous les domaines, mais voilà, peut-être on en parlera de certaines, donc sur se loger, hein, la rénovation des bâtiments, la consommation d'énergie, donc voilà, sur les lieux publics, privés aussi, c'est redit, les industries, l'artificialisation des sols. Hein, c'est les trois grands thèmes. On pourra vous pouvoir poser des questions après, je sais pas. Voilà, donc se déplacer, ça, il y a beaucoup de... Voilà, donc sur la voiture en solo, sur le transport routier, hein, des mesures qui sont proposées, et puis aussi sur, bon, comment on fait pour que, par exemple, les véhicules sont très chers, les véhicules électriques sont très chers, j'espère que le coût diminuera, mais comment on fait pour quand même qu'il y ait vraiment une augmentation significative du parc, parce que disons, même si la France y est opposée, il y a quand même, disons, l'objectif maintenant au niveau mondial de la fin de véhicules thermiques en 2035. Hein, donc, il faut quand même commencer à y penser. Hein, donc, voilà. Enfin, les entreprises sont aussi sollicitées, hein, pour organiser les déplacements. Et puis, le transport aérien, évidemment, est cité. Donc sur se nourrir, alors là c'est aussi très, très long, très détaillé. Hein. Moi je vous invite, c'est vraiment, si vous êtes intéressé par les solutions, tout est bien expliqué, tout est bien argumenté dans c'est bien sûr disponible, hein, je veux dire, pour tout un chacun. Voilà, donc voilà, l'alimentation saine, sur l'agriculture, sur l'océan et la pêche, puis d'autres sur la politique commerciale. Hein, c'est très important, les échanges commerciaux pour, disons, le continuum agriculture-alimentation. Voilà, l'information, l'éducation, et puis l'éthique aussi au cœur de notre alimentation, c'est assez intéressant. Et puis bien sûr, c'est là où on a parlé de crime d'écocide. Hein, donc, voilà, donc consommer, bon, l'affichage, la publicité sur emballage, voilà, c'est des choses dont on entend parler. Le numérique, hein, là aussi. Bon, on remet l'éducation, c'est très important, et puis les politiques publiques, un suivi vraiment est important. Voilà, donc je vais passer sur produire et travailler. Voilà, mais enfin, donc c'est des choses, quand on regarde, ce sont vraiment des propositions de bon sens, hein, extrêmement bien documentées, de bon sens, extrêmement ambitieuses. Le problème avec ces propositions, c'est que, disons, elles n'ont pas été prises en compte dans la loi. À peu près, il n'y a plus que 20% de ces propositions qui ont été prises en compte dans la loi, et on est loin du compte. Et ma crainte, c'est vrai, et mon regret, c'est que je pense que si l'ensemble des propositions avaient été prises en compte, on se serait mis sur une belle trajectoire par rapport à 2030. Mais ma crainte, c'est que, disons, qu'on n'y arrive pas, malheureusement. Et on sait très bien que l'ambition est remontée au niveau européen, à moins 55%. Hein, donc, par rapport à 1990, c'est pas rien à faire ce chemin pour un pays comme le nôtre, hein, c'est très clair. Donc, ce dont, alors là, on pourra en parler si vous voulez, hein, donc, voilà, il y a eu ce dont les citoyens n'ont pas parlé. Parce que voilà, ils n'ont pas planché sur l'énergie. Hein, donc vous voyez, donc c'est une des parties importantes, évidemment, des émissions. Bon, pour ceux qui s'y intéressent, il y a vraiment un très beau rapport qui est sorti, donc le rapport de RTE, Réseau de transport d'électricité, avec 6 scénarios. Hein, voilà, je rappelle simplement que la première conclusion, parce que c'est quand même la France n'atteindra pas la neutralité carbone en 2050 sans un développement significatif de ce renouvelable. Il n'y a pas de scénario où il y a moins de 70% de renouvelables en 2050. Hein, c'est bien ça qu'il faut voir. Je dirais, alors, il y a un débat sur le nucléaire, mais je pense qu'il est presque du deuxième ordre par rapport à cela. Hein, il faut absolument on a pris du retard sur le renouvelable. Si on veut neutralité carbone en 2050, il faut absolument développer le renouvelable. Hein, donc, voilà, après on peut discuter de la place du nucléaire, d'ailleurs il y a beaucoup de discussions, c'est très bien, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut aussi retenir que le renouvelable est très important. Ah non, pourquoi je fais ça? Si, c'est peut-être fini alors. Non, là.
Non, oui, c'est normal. Oui, alors voilà, donc, oui, c'est normal d'ailleurs. Voilà, autour des solutions, donc, je pense que pour terminer, je pense qu'il faut simplement comprendre qu'on est tous concernés. Hein, donc, quand on parle, voilà, donc c'est un peu le message que j'essaye de donner. L'État a un rôle. Hein, l'État a un rôle, et le rôle de l'État, c'est effectivement de mettre des lois sur pied. Hein, je dis mon regret que la loi climat-résilience n'ait pas été vraiment pris en compte les propositions des citoyens. Ensuite, dans la réalité, eh bien, quand on parle des émissions, c'est quand même beaucoup... D'abord, se nourrir, se loger, se déplacer, on est quand même assez directement concerné dans notre vie de tous les jours. Ça, il faut bien voir. Mais voilà... prendre les transports en commun, je regarde monsieur le maire, à GIF on est pas mal, hein, ça va, mais on va pas se plaindre, enfin moi je suis pas à GIF, mais bon, voilà, donc il faut quand même les avoir, donc il y a un rôle, disons, là, où l'urbanisme, c'est aussi du rôle des élus locaux, donc disons c'est à la fois la population, les élus locaux, ça se passe au niveau des territoires, c'est là où ça doit se passer pour beaucoup des émissions, mais les entreprises doivent aussi être impliquées, je le redis, le système éducatif, c'est très fort, les entreprises, les ONG ont un rôle très important à jouer également, les médias, tout le monde doit jouer un rôle, et si tout le monde, c'est ça le message, quand on me dit qui doit faire quoi, tout le monde doit regarder dans la même direction si on veut y arriver. Hein, c'est mon message principal. Voilà, je pense qu'on a le temps de répondre à quelques questions. Merci beaucoup.